Donc je vous souhaite la bienvenue à la séance technique du mois de novembre, une séance technique qui va être assez intéressante avec un de nos membres, Patrick Mas, qui va venir nous présenter son actualité photographique. Donc Patrick, je te laisse te présenter et puis Merci Olivier. Bien, bah écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Alors déjà, quelques mots me présenter. Bien écoutez, j'ai commencé la photo à l'âge de 14 ans avec l'argentique, bien sûr, du développement en noir et blanc, ensuite de la diapositive. Les années professionnelles m'ont empêché de continuer d'une façon efficace et avec l'arrivée du numérique. Eh bien, bon, la qualité et la différence de qualité à l'époque ne me plaisait pas, donc j'ai mis la photo un peu de côté pendant pas mal d'années. Pour reprendre en fait dans les années 2010, en ayant beaucoup plus de temps et en ayant donc à l'occasion de voyages un nouvel investissement donc sur un premier appareil photo là numérique avec l'apprentissage petit à petit donc au niveau des logiciels. Et c'est à partir donc de 2015 à peu près que, ben, comme j'ai une certaine passion, puisqu'à l'époque, étant jeune, je m'orientais déjà vers des formations, enfin une activité scientifique. Donc j'étais orienté sur la nature. Je me suis aussi focalisé en fait sur et au travers de voyages donc sur la pratique de photos vis-à-vis des insectes dans un premier temps. Donc ce sera la fin parce que c'est un domaine qui me tient à cœur, surtout dans le domaine de la proxy. Et puis, ben voilà, j'ai élargi au fur et à mesure donc, de mes déplacements, de mes opportunités. Et alors maintenant, donc avec un peu plus de temps au niveau de la retraite, bien ma foi, beaucoup plus de photos à droite et à gauche. Et c'est ce que je vais vous développer en fait là ici dans le programme. Voilà Olivier, donc tu peux peut-être lancer la première photo donc qui représente en fait ben, mes photos du début dans les années 2015-2016. ça arrive, ça arrive, ça arrive. Très bien. Donc en fait, ben, tout simplement du passereau. Hein. On commence par quelque chose de simple, en affût. Voilà, donc avec ben, un rouge-gorge et son reflet. On va aller crescendo aussi dans la qualité, la perception. Alors, de mon point de vue, la photo naturaliste, oui, j'en fais, mais je préfère beaucoup plus m'orienter sur une démarche, je dirais, artistique au niveau de l'animalier. Donc, c'est à la fois la recherche, en fait, d'attitude ou de regard pour certains animaux, de situations de vie également, et puis d'un contexte, en fait, environnemental qui est quand même assez important. Et dans certains cas de figure, bon, dans certaines photos, je trouve qu'un portrait, c'est bien, mais c'est pas forcément suffisant. Voilà, donc vas-y, tu passes. Donc après, là ici, donc un pic vert. Voilà, donc avec une attitude regarder en l'air et il était près de la mare d'eau donc pour boire. Vas-y. Le piquet pêche donc en situation donc de nourrissage. Un simple jet des chaînes dans le suivi. Voilà, donc ça c'est de la photo qui pour moi ben, est beaucoup plus naturaliste, qui est, je dirais, bon, qui est belle hein, de par la vue de l'oiseau, mais qui n'apporte rien sur un aspect de sa vie. Par contre, ici, dans celle qui va suivre, donc un gros bec, donc nourrissage en fait du gros bec. Voilà, donc photo qui a été prise en fait ben, du côté de la baie de Somme et donc qui m'intéresse beaucoup plus en termes de prise de. Oui, tu passes. Voilà, donc le Martin pêcheur.
Alors photo également, donc où là j'ai eu la chance en fait d'avoir un arrière-plan assez lumineux dans cette dimension de contre-jour à Martin Pêcheur, donc qui s'est très très rapidement approché. Je dirais, il était à 5 mètres. Hein, j'étais dans ma distance minimale de prise de vue, donc prise au télé, donc au 500 mm. Et donc, il m'a permis donc de faire cette photo avec l'environnement, le décor et un léger flouté d'une feuille donc dans la partie basse. Vas-y. Donc le martin pêcheur, donc au sortir de sa pêche, de son plongeon, avec là la particularité, c'est qu'il a pointé, en fait, il n'avait pas entre les deux parties du bec, il a complètement piqué la proie, le poisson, et donc il a dû donner un coup de tête en l'air pour pouvoir récupérer après le poisson et pouvoir l'avaler. Donc ça, ce sont aussi, je dirais, principalement des situations d'attitude qui me sont importantes en fait de prendre et de capitaliser. La suivante, eh bien, c'est le rejet en fait, la boule de rejet, puisqu'en fait, il mange un certain nombre de poissons, tout ce qui arrête un peu la peau donc est capitalisée et c'est la boule de réjection en fait qui une ou deux fois par jour ressort. Donc on n'a pas forcément toujours l'habitude de voir et là avec ce martin c'est plutôt une femelle donc c'est plutôt martine donc avoir la possibilité de photographier. Voilà, donc ici aussi un écureuil, donc un petit roux, qui est en train de se gratter. Donc aussi une attitude dont on n'a pas forcément toujours l'opportunité de voir, parce qu'il court, il monte, il est à droite, il est à gauche. Mais bon, voilà, quand il y a un moment d'arrêt comme ça, sur l'instant, avec un bokeh d'arrière-plan assez sympa. Donc ici, en train de boire avec le reflet, ainsi que la suivante. Voilà. Donc une situation donc de repos où là, bon, il me voyait, mais il a été très calme et il est resté tranquille pour la photo. Parmi les oiseaux, donc toujours en baie de Somme, la chouette d'Athéna, donc une petite boule de poils fort sympathique qui vit pas très loin. En fait, il a un nid pas très loin dans ce sol dont le cœur est creux. Donc quand il arrive la fin de journée, eh bien, il commence à sortir pour aller se préparer à la chasse. Vas-y. Voilà. Donc ici on voit son creux là dans le contrebas où il niche. Oui. Alors également en noir et blanc, puisqu'en fait Grégory Paul, à un moment donné, nous a montré de très belles photos en noir et blanc. J'aime aussi, à un moment donné, tester, tenter, quand il y a une lumière particulière ou un arrière-plan comme ici, qui est un petit peu sombre, faire ressortir davantage l'animal, ici l'oiseau, la chouette d'Athéna, donc pour pouvoir avoir cette dimension de contraste. Et en plus de ça, bon, comme je pense qu'elle m'avait repéré et elle me fixe. Mais bon, camouflé, donc il n'y a pas trop de problèmes. Elle a été assez sympa. Alors là, on est aussi sur la côte, mais plus du côté de la Belgique, dans des marais. Donc c'est la chouette des marais, l'égout des marais, pardon. Voilà, donc très difficile à voir également en fin de journée. Elle sort, elle se pose, et puis vous avez très peu de temps
en fait, pour prendre, j'ai fait deux, trois photos, et celle-ci est un crop puisqu'en fait, elle reste assez éloignée avant de partir, en fait, dans les arbres après, et là, avec une plus grande difficulté d'accès de prise de vue. Vas-y. Toujours pour rester dans les oiseaux, mais là, un autre sport photographique qui est l'affût flottant dans des marais donc en Bourgogne, donc le matin très tôt, dans les premières lumières, avec aussi la chance d'avoir un lever de brume au-dessus de l'étang. Voilà, donc ce qui donne, ce que j'aime bien en fait, c'est ces lumières d'ambiance. Voilà, donc sur les oiseaux, en l'occurrence la grèbe huppée. Et donc on verra après avec notre endroit, donc une autre lumière. Vas-y Olivier, Hervé, Olivier, non, Olivier, Olivier. Olivier. Voilà. Donc là, un peu plus près et avec un fond beaucoup plus foncé et le cygne. Voilà, il n'y avait pas beaucoup d'oiseaux à cet endroit-là, assez susceptibles parce que ça s'envole. Et on le verra après, donc avec un décollage en fait d'un cormoran. Voilà. Donc là, j'ai juste eu le temps, j'ai entendu le bruit, j'ai juste eu le temps donc de tourner l'affût flottant et de pouvoir le pointer et lancer une rafale dans son décollage. Donc j'ai quelques photos de flou, bien sûr, et j'en ai une paire en fait comme celle-ci que je vous ai mis donc en décollage. Voilà. Et donc avec la partie éclaboussure aussi que j'ai voulu mettre en évidence dans cette dynamique de mouvement. Toujours pour être en fait sur le plan ailé. Donc en fait là, on est sur le rocher du Caire, donc en Drôme provençal avec le vautour Pepnoptère. Donc j'étais en train de grimper sur les plateaux en fait du rocher du Caire et il est passé, donc des vautours passés et donc celui-là je l'ai repéré parce qu'il a ces dessous d'ailes qui sont beaucoup plus clairs. Et j'ai eu l'opportunité donc de faire dans son passage très 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 bref que deux photos. Donc je vous soumets celle-ci et puis la suivante sur fond de ciel bleu. Sachant que c'est un vautour en fait qui est sur dans la chaîne alimentaire, parce que le vautour, il y a le vautour moine et le vautour, on va voir après, euh, Fauve. fauve, voilà, le vautour fauve. En fait, le vautour fauve, c'est surtout la chair, les entrailles. Lui, il est beaucoup plus, le pepnorter, il est beaucoup plus sur la fin, c'est sur la partie os, tout ce qui est cartilage et os. Il vient terminer en fait la carcasse sur le plan alimentaire. Voilà. Alors donc ça c'est une photo qui a été faite en grimpette assez dangereuse. Donc il est un nid en fait de vautours. Donc vous en voyez un sur la branche d'arbre, rien qui tourne le dos qui est au bord en fait du rocher. C'est toujours dans le Ce qui Drôme, dit ça? toujours dans la Drôme, ouais. D'accord. Du Donc côté de Rémusat, j'imagine? exactement, c'est le rocher Ouais. du Caire qui est D'accord. face à la hauteur en fait de Rémusat. Mhm. Voilà. Et donc ça, c'est une photo qui avait été prise donc un peu plus tôt, sur le du côté de Die, puisqu'en fait c'est un petit peu l'endroit où a été remis en je dirais bon, il y a des sociétés, je sais pas s'il y a la LPO, mais il y a un endroit donc où ils ont reconduit en fait l'introduction en fait du vautour fauve, et c'est je vais vous dire ça.
si c'est comme dans les gorges du Tarn, c'était la Ligue des Rapaces, je crois, qui avait fait ce travail initialement, avant que la LPO reprenne le sujet. Ouais, c'est à l'entrée du Vercors. Hein. En fait, ils ont créé une nurserie. C'est au Rocher d'Archiane, donc dans le Diois, donc du côté de Die, avant l'entrée de Die. Et D'accord. donc, en fait, dans les hauteurs, bon, il faut passer dans les arbres, crapahuter, mais bon, j'étais quand même à l'époque un peu plus souple, un peu plus jeune, donc ce qui m'a permis donc de faire une approche en fait de ce vautour fauve, et c'est la seule et unique photo que j'ai pu faire de la façon aussi proche. Sinon, bon, ce sont celles qu'on est en train de voir au Rocher du Caire, donc en plein vol. Euh, voilà. Donc il y a à peu près 300 vautours hein, sur la région là-bas. Donc ils circulent entre le Vercors et donc bien sûr la région donc de la Drôme. Et donc ils ont des chemins de passage et ils descendent parfois des allers-retours jusque dans les Pyrénées. Et la concentration la plus importante en fait se situe du côté du Vercors et de la Drôme. Alors, il y a aussi des associations qui récupèrent en fait des carcasses. Il y a des endroits, surtout du côté de Dio, donc où ils vont apporter en fait des carcasses qu'ils récupèrent dans les fermes. Et là, vous avez des concentrations de vautours. Alors, ils sentent ça vraiment à distance et ça vaut véritablement le coup puisque vous avez dans le ciel une concentration assez importante en fait de ces oiseaux. Ces Qui ont quand charniers même, sont toujours autorisés parce que je sais ouais, que sur les grands causes, l'Europe avait demandé à ce qu'on diminue les charniers autorisés, enfin dire organisés. Donc maintenant, c'est plus les agriculteurs qui ont des zones de dépose et c'est des charniers temporaires et non plus des charniers permanents. exactement. Et ils ont fait la même chose en Espagne. Il y avait une grosse zone au Pays Basque qui était juste après la frontière, à Moragondi, où il y avait un énorme charnier où ils étaient nourris toutes les semaines, on va dire, et où ils ont fermé une partie du charnier pour laisser la réimplantation se faire plus naturellement. Olivier, Ouais, et en fait, il y a toujours une association au-dessus de Rémusat qui se charge de récupérer les carcasses des éleveurs aux alentours d'accord, et qui les amène sur un charnier. Il y a d'accord. toujours un charnier principal, mais qui est géré Par par la SOS. l'association, d'accord. C'est Et pas comme, tu comme en Espagne où c'était les sociétés d'équarrissage qui venaient vider leur benne. non, là, ils en ont la gestion. Et puis, il y a effectivement quelques agriculteurs qui ont le droit, qui ont leur propre zone de dépose de carcasses, mais c'est surtout la sauce qui récupère. Hein. D'accord, merci. Excuse-nous, Patrick, on t'a interrompu. Non, non, mais bon, il n'y a pas de problème. Alors, pendant l'une de mes visites, pendant la semaine où j'y étais là-bas, ce qui était quand même assez remarquable, c'est que ben, on n'est pas loin, je dirais, bon, à vol d'oiseau évidemment, de la base aérienne et militaire d'Orange. Et il y a des mirages, des avions militaires en fait qui passent à très basse altitude, j'irai quasiment à la hauteur, parce que là, on doit être à peu près à 1500 mètres. On me dit qu'un jour, en fait, il y en a un qui va se prendre un retour. Euh, c'est assez stupéfiant d'avoir ces avions qui passent à basse altitude, de voir même en dessous de nous sur ces endroits-là. Quoi. Et je te confirme, dans les gorges du Tarn, on a eu exactement la même chose. Une année où on faisait une sortie SCPF dans les gorges, on a vu un rafale passer en dessous de nous, à quoi? À 150 mètres de nous à peu près. Et Ouais, on se pose la question de savoir, vu la quantité de vautours qu'il y a maintenant dans les gorges, comme le Tarn, la Jonte, euh, c'est miraculeux qu'il n'y ait jamais eu d'oiseaux percutés et de rafales qui se cassent la gueule. exactement.
Parce bien que sûr. là, un oiseau comme ça dans une verrière de rafale, à mon avis, les deux sont mal. Ouais. Bon, évidemment, il faut être là L'avion relativement a un tôt, siège parce qu'en fait, éjectable. on a des courants d'air ascendants. Après, quand ils commencent à monter, c'est un peu plus délicat. Là, sur les premiers envols le matin sur les courants ascendants, c'est assez remarquable. Parce qu'en fait, ils sont à hauteur du plateau. Et donc, c'est pour les photos comme celle-ci, c'est assez intéressant. Ce qui est remarquable et amusant en plus, c'est que le massif de l'autre côté de la vallée est très longtemps reste à l'ombre. Et du L'ombre, coup, ça permet d'avoir des images en contraste qui sont superbes. exactement. D'ailleurs, je crois que tu en as fait quelques-unes. Voilà. Donc ici, avec les reflets de lumière dans les ailes, où j'ai basculé en noir et blanc, donc ça donne un reflet argenté, euh, et la suivante également. Alors évidemment, elle est quelque peu retravaillée, c'est pas du brut capteur, elle est retravaillée ensuite derrière, euh, donc au niveau de logiciel. T'es à quelle focale là, à peu près 500, Là, 600 je suis au mm? 500. Je suis 500. au 500. Ouais. Alors là, on change de calibre au niveau des oiseaux. Il s'agit donc du Milan Royal. Milan Royal que l'on trouve en France, notamment donc en Bourgogne, en Haute-Loire, en Isère, avec une migration, il descend vers le sud. Donc l'hiver, il va aussi descendre en Espagne. Celui-ci, c'est un Milan anglais, donc photographié en Angleterre. Ah, j'ai cru que c'est qui volait à droite, à gauche, pardon. À gauche, ouais, sûrement. On en trouve aussi en région parisienne, hein, sur le plateau de Saclay, du côté de la forêt de Rambouillet, autour de Versailles. Il y en a en Lozère aussi, hein. Oui, il y en a Ouais, en ouais. Lozère, oui. Mais, oh, On il y en le, a un on peu le partout voit en France, hein. régulièrement quand on fait les vautours là-bas sur le Causse, il y est aussi. Et il y en a beaucoup sur le plateau du Césalier, entre le massif du Sancy et le massif du Cantal. C'est un oiseau qui est très facile à voir là-bas. Mais bon, il est quand même assez rapide et il n'est pas facile à photographier. Bah, il vole haut surtout. Ouais, et oh, mais il fait des rasmotes, hein, parce qu'en fait, c'est un oiseau en fait qui vit aussi dans les arbres, là où il a son nid. Mais comme il essaye d'attraper des mulots, donc il a des rasmotes assez aussi intéressants. J'ai eu l'opportunité donc d'en voir et c'est assez sympa. Et puis bon, malheureusement, j'ai pas pu arrêter une image sympathique à l'échoue. Ça vole vite, je te confirme. Ouais, Mais bon, là, tu t'en sors bien, là, quand même. ouais, mais enfin bon, j'en ai fait quand même pas mal. Hein. Ah, c'est l'avantage du numérique, hein. On Ouais, ne oui, compte pas à la dépense. exactement. Alors, et puis ensuite, Oui, donc bonjour. en couple, J'ai une question. oui. C'est fait avec un objectif de quel Alors, c'est toujours avec mon 150-600. Donc, te dire la focale en fonction de la distance, précisément là, il faudrait regarder dans l'exif d'image. Je peux le dire, c'est 340 mm. 340, voilà. D'accord, ok. Ok. Et j'avais une autre question sur le Vercors parce que j'y suis allée, mais les vautours que j'ai vus étaient assez loin. Oui. Mais Il à faut quel endroit du Vercors? euh, La partie nord ou la partie sud? Parce que principalement, on les voit sur la partie sud. Comme c'est relativement proche de la Drôme, euh, et de la Drôme provençale. je ne sais pas, il faudrait que je retrouve le petit le village. Je vais regarder puis te dire où Ok. c'était, mais ils étaient assez loin. Donc, est-ce qu'il y a un moment dans la journée où on les voit plus près parce qu'il y a des courants, les courants d'air sont
Enfin, Si je tu sais veux pas. au mieux, si tu veux les voir, tu vas donc à Rémurat, donc au Rocher du Caire. Donc en fait, faut monter, il faut prendre une carte pour avoir la précision du chemin. Donc il faut aller relativement tôt le matin. Donc bon, là c'était l'été, donc il devait être 9 heures. Donc après, tu as la température qui commence à monter, donc avec les courants ascendants, et là, tu commences à les voir. Après, tu as le soir aussi, où tu peux avoir certaines concentrations. Ouais, moi, je Après, suis allée dans la journée, donc effectivement, en journée, oui, ils sont plus hauts en altitude et ils peuvent aller très loin. Ouais. Faut se mettre à proximité des dortoirs où ils vont se poser pour la nuit. Ensuite, ça dépend des vents, c'est-à-dire qu'ils vont chercher les courants ascendants. Donc, si le vent est défavorable sur le versant où on est positionné, on va les voir sur l'autre côté de la vallée. Euh, et dans le Vercors, je pense que le plus simple, c'est de se poser effectivement à proximité d'un apic. Et il faut attendre. Ils peuvent venir vous voir parce qu'ils cherchent. Ils cherchent beaucoup et ils sont curieux. Donc ils peuvent passer, ils peuvent descendre pour vous voir. Mais il faut être patient parce que ça peut durer 2 heures, 3 heures avec rien. Et puis d'un seul coup, on en a 25 qui nous tournent autour. d'accord, ok. Merci. On continue, Patrick? On continue, on va changer Ah oui, effectivement. de calibre. Donc on va passer chez les ongulés. Donc le chamois. Alors je sais pas, je pense que c'est Pascal qui a mis le chamois d'or donc en photo. C'est moi, c'est moi. C'est toi. Et donc là, bon, on se situe dans les Vosges, hein, donc très très tôt le matin, les premières lumières, on va dire. Donc un coup de chance ce jour-là, donc c'était fin septembre, donc pas trop de monde. Simplement Jonathan Loire qui était en train de faire une reconnaissance en fait dans ce coin-là. Donc en fait à faire attention de pas tomber sur les pentes et les rochers pour prendre quelques photos assez intéressantes en contre-jour avec les premières lumières. Donc il y a celle-ci où on a deux chamois et surtout celle-ci donc qui est prise au 400 mm. Voilà, le jour se lève. Et celle-là qui m'a fait craquer pour illustrer l'invitation. Voilà. Et donc en fait, j'étais en train de marcher sur donc la lumière, le soleil commençait à se pointer à l'horizon et j'étais sur un chemin et donc le chamois, je l'ai vu apparaître. Il est passé devant moi et donc je n'ai eu que le temps donc à me lever de déclencher. Donc à partir de d'octobre, en fait, ils commencent à se regrouper puisqu'on va atteindre en novembre la période en fait du rut. Mâles et femelles vont commencer à se regrouper. Et là, bon, on se situe en pleine période, là, fin novembre, en période de rut, notamment donc sur le Honeck. Donc, alors simplement l'été, avec le nombre de touristes, il y a des gardes de nature maintenant qui sont là pour pouvoir canaliser des excès de passage dans certains endroits, déjà par rapport à certains risques de sécurité, mais aussi par rapport à une protection de la nature et de certaines plantes. Il faut dire que cette zone de montagne est très très fréquentée, beaucoup trop. Exactement. T'étais à quelle focale? Ils sont très distants ou ils sont assez Là, approchés? je vais être à 400-500, là. Oui, c'est ça, 400. Je pose la question, mais j'avais pas vu. 400-500. Non, D'accord. mais là, on voit le bout du chemin, hein, donc Hmm. c'est le même, en fait, qui traverse. Voilà. Et parmi les ongulés, après, on revient dans le nord avec la forêt de Mormal, qui est assez tiraillée en ce moment, de par en fait les coupes d'arbres assez importantes
par rapport donc à des plans de chasse qui sont assez exorbitants, où on va malheureusement, je pense, et beaucoup d'associations se battent pour conserver les derniers cerfs qui restent. Malheureusement, des cerfs qui, lors du brame, n'ont plus qu'une seule biche à se mettre sous la dent, comme on dit. Mais bon, voilà, c'est assez critique comme forêt domaniale gérée par l'ONF, qui a aujourd'hui qu'une orientation, c'est à tout prix abattage d'arbres, apparemment avec des plans de chasse qui sont assez qui vont au-delà de la simple régulation. Ouais, c'est partout pareil, hein. C'est Malheureusement. L'ONF, depuis que l'ONF a besoin d'atteindre un équilibre budgétaire, Exactement. se replie sur cette ressource. Vous voulez dire que l'ONF, L'ONF a pour souci en fait d'avoir une certaine dimension de préservation, mais qui a aujourd'hui, par des facteurs économiques, euh, tend vers des abus. Et aujourd'hui, dans la forêt de Mormal, ils ont perdu un procès parce que même au niveau du bois, il y avait trop d'abattage. En fait, pendant des décennies, l'ONF n'avait pas une obligation d'équilibre budgétaire. Donc c'était un service public sur la forêt. Aujourd'hui, l'ONF a une obligation d'équilibre budgétaire. Donc il faut qu'ils rentabilisent leur forêt. Ouais. oui, parce que moi, mes parents habitent à Conflans-Sainte-Honorine, à côté de la forêt de. Je ne connais que ça, mais ça m'échappe. Achères, Poissy, forêt de. Bref, peu importe. Et je trouve que il y a une découpe de bois, ça me semble suspect. Donc, Alors, effectivement, je n'avais pas tort. La forêt de Saint-Germain, voilà. La forêt de Saint-Germain. ouais, la forêt de Saint-Germain, ouais. Bah, il y a l'entretien, on Oui, va mais dire ça me le semble. cycle de vie Il y a, normal du il y a massif, mais plus que de bon, l'entretien. Il y a plus que de l'entretien. c'est clair qu'il y a des fois où les coupes sont un peu moins raisonnées que ce qu'elles ont pu être par le passé, c'est certain. Alors, heureusement qu'en France, il y en a encore beaucoup de forêts privées. Donc ça, c'est un atout. C'est un atout pour l'animalier. C'est un atout aussi pour le bois. Bon, Il y a ces dernières années, ouais, il y a aussi les massifs montagneux qui sont moins soumis à cette pression de coupe et d'exploitation. voilà. Aujourd'hui, pour voir un cerf et un brame, il faut aller dans les parcs comme le parc des Cévennes, par exemple, où là, les animaux, il n'y a pas une pression aussi forte sur les animaux, même si le parc fait un peu de régulation, parce qu'ils n'ont pas été chassés pendant plusieurs décennies et qui finissaient par y en avoir un petit peu trop. Par contre, c'est un brame qui se mérite, parce que c'est dans la montagne. Alors, ce qui est, c'est qu'en France, on a de plus en plus de difficultés à les approcher, puisqu'en fait, on a cette dimension inscrite dans les gènes, en fait, ils se sentent énormément chassés, et donc la vue de l'homme, du profil humain, eh bien, leur fait peur et ils se sauvent très, très, très rapidement. Chose qu'on n'a pas encore une fois en Angleterre, où on a une sauvegarde animalière et un respect plus important pour les animaux. Voilà, donc ça c'est en Bilbode, donc dans les Vosges. Matin de bonne heure, première lumière, et donc par contre en Bilbode, plus ou moins quand vous marchez, vous avez des craquements de branches, ce qui les a fait un peu sauver. Mais par contre, une paire de photos, dont celle-ci, au bon moment. C'est des instants magiques, ça. Ah oui.
Alors ici, on se retrouve directement en Angleterre, donc dans une chasse royale au petit matin, donc où là, on approche sans trop de problèmes, quasi à découvert, 30-40 mètres. Donc en fait, avec les premières lueurs, les premiers rayons du soleil, et dans certains endroits comme celui-ci, avec des fougères qui commencent à tourner au niveau de l'automne. Euh, donc ça, c'est en début octobre, puisque le brame est un peu en décalé et dure jusqu'au 15 octobre, en fait, en moyenne, 10-15 octobre, en fait, en Angleterre. Donc on arrive à avoir de très belles journées de lumière euh, avec une approche beaucoup plus aisée. Vas-y. Donc là, voilà. Donc ça, c'est à travers des herbes sèches. Quasi il y aura du sol. Donc là, encore une fois, une photo que j'aime bien dans sa dimension artistique. En Angleterre, il y a certains parcs autour de Londres où on peut les voir. C'est assez fantastique de pouvoir aller les photographier dans ces parcs qui sont quasiment urbains. Ouais. Et ça reste sauvage, hein, Ah, ça reste néanmoins. sauvage, ouais. Mais bon, l'intérêt c'est qu'ils ont pas, il n'y a pas la pression de chasse qu'on a chez nous et du coup on peut arriver à voir le brame à la lueur du jour. Exactement. Enfin, il faut quand même faire attention parce que comme enfin, je vous ai mis après quelques photos où on a un combat de cerfs, donc il faut correctement les observer, se protéger aussi avec un arbre à proximité pour pouvoir tourner autour en cas de problème, parce que vous avez les cerfs périphériques qui sont assez rapides et n'hésitent pas du tout à se rentrer dedans, rentrer dans des bagarres pour pouvoir coopter en fait la, la harde de biche. En fait. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais la dernière chasse royale qui a eu lieu, j'ai entendu ça il y a à peu près entre une semaine et une quinzaine de jours, était organisée. Alors, les proies étaient des journalistes qui Ah étaient bon. bien sûr candidats de leur plein gré et qui couraient voilà, se chercher des endroits pour se cacher et c'était eux les proies. Ah bon. Alors, je ne sais pas si c'est la nouvelle mode, mais en tout cas, cette chasse-là était prévue comme ça. Parce qu'il y a énormément de personnes qui sont en Grande-Bretagne contre la chasse à courre. Et donc, ils ont opté pour cette solution-là. Pourquoi pas, du Alors, moment que c'est pas les chiens qui terminent la proie, c'est pas un ah problème. non, alors les chiens, ils s'arrêtent devant, voilà, ils ne les mordent pas. Après, je ne sais pas comment ça se passe dans le détail, mais voilà, c'est la dernière nouvelle que j'ai eue. C'est Et, intéressant. et les balles, c'est des balles à blanc? Non, c'est de la chasse à Non, il n'y a courre, pas il n'y a pas de balle. de balles, c'est uniquement les chiens qui chassent. C'est les Ah, chiens qui ouais. chassent. Mais c'est intéressant à entendre. Absolument. Un bel individu là. Toujours en Ouais. Angleterre, ça? Ouais. Tu me dis hein, quand je passe les photos. Ouais, et puis une dernière donc dans une course avec un effet de mouvement et donc basculer en noir et blanc. Donc sur un cerf périphérique qui va affronter dans un combat un autre cerf. Voilà. On a la chance en fait d'attendre et puis d'un seul coup de voir un oiseau qui se pose
avec une certaine cohabitation entre eux. C'est un, je sais pas, c'est un corbeau donc qui va aller piquer les vers et les parasites en fait sur la C'est un tête. sulca des tours, ça. À Chouka des Tours peut-être. Ouais. Ouais, enfin, Il a l'œil bleu, là. plus au nord Il est un peu au bleuté. Danemark, c'est des corneilles mantelées qui font ça. Ça peut ressembler à une corneille aussi. Je sais pas. On peut essayer de zoomer. Je sais pas quel. Oh, pardon, excusez-moi. Je reviens sur ta photo. La corneille est un petit peu plus grande. Ouais, c'est un peu plus grand, effectivement. Moi, je dirais que c'est un sulca des tours avec Ouais, l'œil c'est bleu. Ah ouais. possible. Super, ouais. Voilà le combat. Donc quand ça démarre, ça ne prévient pas. C'est assez bruyant, c'est spectaculaire. Et on a l'envie de déclencher, mais aussi de se protéger donc avec un arbre derrière soi pour, si ça dérape, pouvoir le contourner et pour pouvoir éviter des coups de corne. C'est clair que c'est des individus qui deviennent complètement tarés quand ils sont en train de se battre, hein. Ah oui, ouais. Et c'est violent, hein, il y en a qui meurent, hein. Ah ouais, ouais, tout à fait. Ah, ils se font pas de cadeaux. Voilà, en lisière, le soir. Vas-y, tu peux passer pour la dernière. Le cerf avec ses biches. Ouais. Le gardien du troupeau. Entre à la fois donc un bosquet et une touffe en fait d'arbres assez fournis, ce qui crée un couloir de lumière. Le contre-jour était assez intéressant. Voilà. Ensuite, on va revenir en baie de Somme avec quelques phoques, hein. Mais bon, je vais pas trop en parler parce que je pense qu'il va y avoir un interlocuteur prochain l'année prochaine qui interviendra en fait sur le sujet. Euh, donc un guide nature en baie de Somme, donc je vais pas trop déflorer le sujet. Donc voilà, donc les phoques romarins de la baie de Somme avec une approche 30-40 mètres à peu près. Donc là, bien sûr, il faut aussi toujours le télé. Donc à la hauteur de la sortie de la baie de Canche, à la hauteur de Berck-sur-Mer, où il y a des bandes de sable où on peut les photographier à la fois au sortir de l'eau ou sur les bancs de sable. Mais bon, voilà, c'est assez statique. C'est simplement pour faire quelques photos, mais c'est pas l'originalité que je souhaitais. C'était mon objectif en fait était de faire évoluer et de voir en fait une naissance et des blanchons, donc de phoques marins. Et pour cela en fait, vas-y tu peux passer. Voilà, donc une attitude où il fait la banane où il baille. Alors 2 fois par jour, hein, ils ont besoin d'aller se reposer en fait sur les bancs de sable. Et donc là, de nouveau partir en Angleterre, donc sur la côte dans le Lincolnshire, où il y a possibilité donc d'une approche plus sympathique, puisque là, je me situe à 15-20 mètres, elle est sensiblement propée, mais où on est donc sur fin novembre, puisque les naissances là-bas se font entre de tout le mois de novembre jusqu'au début décembre. Alors, j'ai pas pu assister à une naissance. En général, c'est sur des fins de nuit. Euh, mais bon, on voit quand même, je dirais, pas mal de jeunes phoques de quelques jours de la semaine, puisqu'en fait, bon, ici, j'ai pu faire un portrait. Et la suivante, on le voit encore, il a 4-5 jours, avec la sortie de son cordon ombilical au niveau du ventre, hein. Mhm.
Alors là, ici, on se trouve dans une bordure dunaire. Donc, c'est de la dune. Sur Berck, évidemment, sur la côte d'Opale, en fait, ce n'est que du sable. Là, il y a une bande de sable et ils viennent, en fait, accoucher, en fait, sur la partie dunaire. Quelle taille il fait là à peu près? Là, 40 centimètres à peu près. Ok. Ouais, c'est assez original de les voir dans la verdure comme ça. C'est vrai que c'est pas l'habitude qu'on. Non, pas Surtout, l'habitude. surtout les blanchons, parce que généralement, Ouais, c'est plutôt sur de la glace qu'on les voit. sur la glace, ouais. Et une idée du poids à la naissance? Non, j'ai pas Non? regardé, mais ce que j'ai regardé, ce que j'ai pu discuter donc avec certains gardes nature qui sont là donc en protection, c'est qu'en fait la femelle vient accoucher et s'occupe pendant allez, 10-15 jours en fait de son jeune où elle allait. Et après, on le verra après, de nouveau, il y a l'accouplement qui se fait. Dans certains cas de figure aussi, la femelle peut abandonner son jeune beaucoup plus tôt que ça. Donc le jeune meurt. Ils ont à peu près sur la zone 30 à 40% en fait de décès sur l'ensemble en fait des naissances. Et donc, bien sûr, les goélands de mer, on le verra, j'ai une photo, viennent se nourrir donc des cadavres en fait des jeunes. Et on sait Euh, expliquer pourquoi il y a un tel taux de rejet des jeunes? Parce qu'en fait, soit que la mère n'en veut pas, il faut savoir qu'en fait, il y a une naissance en fait à la fois, donc par an. Au bout d'un certain temps, ou alors quand la mère est trop jeune, elle ne s'occupe pas en fait, elle ne sait pas s'occuper, ou elle n'a pas l'instinct encore pour s'occuper en fait et allaiter le jeune. Donc D'accord. elle repart sur un accouplement avec le mâle ou elle repart directement en mer. Après, bon voilà, après c'est au jeune de se débrouiller, mais il est encore trop jeune et donc c'est pour ça qu'on a un taux de décès qui est de cet ordre, mais qui n'est pas à l'écoute en fait des gardes de nature, qui n'est pas aussi important que par ailleurs. En général, c'est 50% de décès. Là, on est sur en moyenne 30-40%. D'accord. Et il n'y a pas de, comment dire, il laisse faire la nature à ce niveau-là. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Ah oui, Bah, ils vont pas aider, ils vont pas le prendre pour essayer de le nourrir. Ils laissent complètement faire la nature. Hein. Donc le jeune peut très bien décéder et il n'est pas pris en charge par une autre mère phoque ou marin. si c'est un comportement naturel, c'est normal de laisser le comportement se produire. Ouais. Il y en a beaucoup. Là, il y en avait une trentaine, une trentaine de jeunes à peu près, donc avec leur mère. Et il y a aussi les mâles qui sont là, qui viennent essayer de copuler et de les embêter. Donc il y a des bagarres aussi entre mâles. Il y a aussi des bagarres avec des coups de patte, des coups de dents. C'est assez spectaculaire. Euh, donc bien sûr avec des phoques en fait qui saignent et qui vont se tremper dans les mares pour un peu comme les éléphants pour se soigner. Et bon, il y a une mortalité importante des jeunes. Les mâles n'essayent pas de tuer les jeunes pour Non, non, récupérer la fertilité de la femelle, comme on peut le trouver avec les ours, par exemple. non, non. Les mâles font quand même pas loin de 200 kilos. Hein. Mais c'est pour ça que je pose la question. Ah ouais. Et la population, elle est croissante ou pas? Oui. En fait, il y a
une fois qu'il y a eu l'accouchement, et après, bon, bien sûr, il y a certaines, il y a des couples qui plus ou moins se reforment, ben après ça repart en mer. Alors soit ils restent sur la côte, soit ils sont complètement en mer du Nord. Ils peuvent aller sur les rivages aussi de la Hollande. Hein, donc ça circule quand même, ça ne reste pas sédentaire uniquement sur cette partie de côte. Ça voyage assez. Tu peux nous redonner la zone en Angleterre où on les voit? C'est du côté du nord-est donc de l'Angleterre. Moi j'ai dit tout à l'heure, la ligne euh, Lincolnshire. D'accord, Lincolnshire. Oui, ah ok, d'accord. Ouais, il y a des beaux comportements là, c'est sympa. Ouais. Et avec l'herbe, c'est vrai que c'est moins austère. Alors, ça donne une petite touche de couleur. Je trouve ça le plus intéressant. Après, bon, Ouais, voilà, après, c'est aussi aller faire les phoques sur la banquise. On fait aussi des photos assez incroyables sur ces endroits-là. ouais. Honnêtement, alors là, elle a quand même une paire de semaines, hein, et il commence à attraper du poids. Ouais. Donc, Il les allait combien de temps? à peu près une vingtaine, 15-20 jours. D'accord. Et c'est un lait qui est quand même assez riche en matière grasse, donc la prise de poids est quand même assez conséquente. Ouais, on le voit bien. Et les jeunes peuvent aller en mer à partir de quel âge? Ah ben, une fois qu'en fait que la mer commence à partir, ben, les jeunes doivent se débrouiller tout seuls et aller rejoindre ben, l'eau et puis apprendre à pêcher d'eux-mêmes. Hein. Donc à partir de là, ils sont livrés complètement à eux-mêmes. Il y a plus ils sont complètement libres en fait de la partie parent, de la partie mère. D'accord, les Parce jeunes que, ne sont pas du tout éduqués, il n'y a pas de phase d'apprentissage non, non, avec les adultes, ils se avec la mère. débrouillent. C'est un peu comme, je vais l'expliquer aussi avec le macaromoine, c'est pareil. Le jeune, une fois qu'il est parti en mer, il faut qu'il se débrouille et puis qu'il apprenne à pêcher, à plonger de lui-même. Voilà, mais c'est un endroit donc qui est quand même assez sympa, puisque l'approche et les attitudes en fait sont diverses et variées. On se pose, on observe, et puis on est tranquille en fait pour faire les photos. En plus de ça, sur la période, bien sûr, il a plu, mais j'ai aussi eu l'opportunité ici d'avoir des belles lumières matinales au lever du jour. Le Voilà un paiement. mâle. Donc on voit tout de suite la différence de gabarit. On n'a pas envie d'aller lui gratter dans le cou, hein. Non. Et voilà donc deux mâles en fait qui essayent de conquérir une femelle donc qui est en face et qui est en train de d'hurler pour essayer de les calmer et de protéger en fait son jeune. Et voilà donc l'accouplement. Quelques photos au niveau de l'accouplement.
Bon, il a l'air d'être content, hein. Ouais. Et après, bon, c'est le goéland qui est là, qui essaie d'observer. Bon, là, il dort plus ou moins, donc en fait, le goéland essaye de voir si c'est pas un cadavre. Si ça peut pas se manger. Voilà, comme sur la photo suivante, puisqu'en fait, Ah ouais, voilà, d'accord, ok. il est en train de d'attaquer par le nombril, en fait, le cadavre, en fait, d'un jeune. Ouais, et là, c'est un goéland marin, donc ça donne bien une idée de l'échelle, de Voilà. la taille du jeune par rapport à l'oiseau, parce que l'oiseau n'est pas petit. Non. On change de sujet? Allez, on Allez, part donc sur le guetteur des falaises. Et là encore, on est sur une partie anglo-saxonne, donc dans les îles au Pays de Galles. Donc voilà, c'est le macaremoine, donc oiseau assez emblématique, avec dans les îles anglo-saxonnes du Pays de Galles, il y a à peu près 7000 couples, je crois, donc étalés sur les îles. Ouais, c'est ça, il y a à peu près 7000 couples. Donc sur la période avril, fin juillet. Parce qu'après, donc comme c'est un oiseau pélagique, en fait, il repart en mer, en migration, sur des zones donc qui se situent 500, 1000 kilomètres un peu plus au nord de l'Atlantique Nord, pour pouvoir passer l'hiver. Où là, les risques sont quand même assez important au niveau de la pollution marine, la pollution de lumière, en fait, au niveau des côtes qui désorientent en fait les jeunes. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en Islande, il y a encore cette vieille tradition qui perdure, où il est attrapé, chassé et proposé en volaille, en nourriture dans certains restaurants. Donc, ils ont réduit cette période en fait de possibilités en Islande en 2022 ou 23. Ils ont quand même réussi à réduire cette période de 2 mois de chasse à 15 jours. Donc là où le touriste vient plutôt aujourd'hui pour les photographier plutôt que de goûter à leur chair, donc c'est de moins en moins demandé. Et donc ce sont des traditions ancestrales donc qui commencent un petit peu à se perdre, mais malheureusement qui existent encore pour cette raison. Voilà. Donc ensuite un petit hiké donc sur en mer. Et quelques décollages à la surface. Vas-y. Voilà. toujours au 600 mm. Ouais. Et en plus de ça, sur un bateau qui tangue, donc Oui. c'est pas facile. Donc monter les ISO, la vitesse pour pouvoir avec un oiseau le décollage pour avoir quelque chose de net et d'assez sympa au niveau de ce décollage sur l'eau. Avec la frustration, en fait, en tant que photographe, c'est de pouvoir compléter ma collection et ne pas pouvoir faire de la plongée de manière à aller faire des photos sous-marines lorsque le macareux plonge pour aller récupérer sa nourriture. Alors là, c'est une parade. Donc en fait, comme il vient sur Terre à partir d'avril mai, donc sur des bancs d'herbeuses sur les falaises, en bordure de falaises. Donc les jeunes, une fois que le couple est formé, et même s'ils se sont séparés l'hiver sur différents groupes en mer, lorsqu'ils reviennent sur Terre, ils se rejoignent sur le même nid entre le mâle et la femelle. Par contre, les jeunes, à partir de 4 ou 5 ans, eh ben, créent de nouveaux couples. Et là, on assiste donc au mâle qui est sur la droite, femelle à gauche, à une dimension donc de parade, donc pour séduire le mâle qui séduit la femelle pour former donc le couple.
Et quand le couple est formé, il reste fidèle, entre guillemets, à vie, ou jusqu'à la mort de tout à chacun. La durée de vie est d'environ 25 ans. Ouais. Donc voilà, donc des hochements de tête, et quand la femelle commence à tourner la tête vers le mâle, eh bien tout simplement, ça veut dire qu'elle est intéressée et que tout se passe pour le mieux. Voilà. Alors, c'est ensuite, une fois que le couple est formé, donc le big bisou. Big bisou qui attire, donc ce sont des coups de bec entre eux, mais qui peut exciter également d'autres macareux dans l'environnement. Et donc, arriver à avoir un bisou à trois, c'est plus compliqué. Et donc, à partir de là, on arrive, photo suivante, donc à avoir là une prise de bec, carrément. Donc là, on va s'attaquer et se voler dans les plumes. Alors, mâle et femelle donc s'occupent donc de refaire le nid avec retirer donc la terre qui a pu s'accumuler pendant l'hiver, de remettre en fait des herbes à l'intérieur et donc de retapisser entre guillemets la partie nidification, sachant que la femelle ne fera qu'un œuf par saison et par nid. Et donc, c'est à partir de l'âge de 5 ans qu'elle a cette capacité donc de pondre le premier œuf. Donc, ce premier œuf est quand même relativement sacré. Et ils reviennent toujours sur le même nid ou c'est Oui, interchangeable? Toujours le même? tout à fait. Non, ils reviennent en fait sur le même nid. Alors évidemment, quelquefois, on a des jeunes qui arrivent avant eux. Donc là, bon, c'est quelques bagarres pour pouvoir virer le jeune en fait qui aimerait prendre le nid et donc en fait ils sont assez et donc là parce qu'en fait un jeune doit se remettre à creuser donc sur la partie herbeuse donc des nids. On verra, il y a une photo tout à l'heure, donc on verra l'ensemble des nids sur les herbes, sur la falaise. Donc photo également retravaillée, donc pour pouvoir assombrir le pourtour, donc prise à l'intérieur en fait d'un nid. Alors j'y suis allé 2 fois parce que la première fois c'était la partie accouplement et je voulais absolument avoir le jeune qui commence à sortir du nid. Alors il sort d'une façon très très brève. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a les goélands de mer qui les attaquent, c'est leurs prédateurs. Donc leurs grands prédateurs. Donc le goéland de mer, soit en général, il a du mal à aller atteindre l'œuf. Donc, c'est pas l'œuf qui va éclater, puisque le nid peut être jusqu'à 1 mètre en fait de profondeur, et le goéland est trop gros pour pouvoir pénétrer à l'intérieur en fait du nid. Donc, il attend que les jeunes commencent à sortir. Donc, ils commencent à sortir à peu près une cinquantaine de jours. Donc, après la ponte, sachant qu'il y a à peu près une trentaine de jours où il y a une couvaison. Donc le couple, l'un et l'autre, en fait, vont aller chercher de la nourriture et le nourrissage donc se passe va très vite et le jeune grossit très très vite. Donc je voulais avoir les premières sorties en fait du jeune. Donc on voit que son bec n'est pas encore totalement formé et coloré et les plumes de la tête sont pas totalement blanches. Voilà. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'il va sortir du nid et prendre son envol plutôt de nuit pour aller donc au bas de la falaise, aller en mer et commencer à apprendre tout seul donc à plonger, à aller récupérer en fait du poisson comme le font les parents. Et une fois qu'il est en mer, donc il ne remontera pas donc au niveau du nid et au niveau de la falaise. Il ne reverra plus donc ses parents.
Et il reste en mer pendant combien Alors, d'années? C'est 4 ans, c'est ça, les premiers œufs? alors, ils vont donc après il y a le départ de la colonie donc en mer au niveau de l'Atlantique Nord. Donc là, il aura pris un peu plus de force et il essaiera de suivre la colonie pour migrer vers l'Atlantique Nord avec le restant de la colonie. Euh, donc en général, il commence à partir en mer, ça va être aux alentours de, allez, on va dire sur la zone parce que c'est variable en fonction de la latitude. Donc jusqu'au 14-15 juillet. Et puis la colonie va commencer à partir de 15 jours, 3 semaines après, vers l'Atlantique Nord. Alors, il faut savoir aussi que c'est le symbole de la LPO. En France, on en a à peu près 300 au comptage, à peu près 300 sur l'île du côté de l'île Luisique, du côté de Perros-Guirec. Île qui est davantage envahie par les flux de bassin. Voilà, donc on s'entraîne pour les décollages. Il faut savoir qu'en fait, un macareux adulte fait à peu près 700 grammes au niveau du poids. Lorsqu'il est en vol, il a des vitesses de 60-70 km heure. Donc, il a une force assez importante au niveau des ailes et puis il arrive énormément donc à plonger. Le fou de bassin, lui, a besoin de prendre son élan et de piquer. Le macareux, lui, plonge direct et nage, peut atteindre donc en général, ce sont des distances de 10-20 mètres où il va chercher sa nourriture, mais paraît-il, il peut descendre jusqu'à 50-60 mètres. Ah ouais. Il a cette capacité donc physique à pouvoir descendre jusqu'à ces profondeurs. Donc là, bon, c'est un goéland qui essaye donc de d'effaroucher donc les macareux qui se regroupent. Donc là, c'est devant les niches. Donc c'est son prédateur le plus important en fait. Et quand il est en vol, qui revient donc de pêche, le goéland va essayer parfois de poursuivre un macareux avec ses poissons pour pouvoir aller lui piquer. Donc, il procède en allant l'embêter au niveau du vol pour qu'en fait il lâche prise et récupérer en fait les poissons, les lançons que le macareux a pêchés. Voilà, donc avec un retour de mer, un retour de pêche. Donc les lançons, les petits poissons donc il tient dans son bec peut atteindre une quantité d'une bonne douzaine. Et il a décroché en fait la partie haute du bec qui accroche le poisson et qui évite en fait de le faire tomber. Donc il est bien accroché, c'est pour ça qu'il peut en prendre plusieurs en pêche en mer. Alors, les petites fleurs bleues, c'est sympa. Ouais, c'est au printemps, c'est en début mai, première quinzaine de mai. Ça donne des ambiances rigolotes. Ouais. Donc ici avec à profondeur de champ, un autre en fait avec un regard croisé. Donc j'ai bien aimé cette position, cette attitude avec également le flou premier plan des fleurs. Avec une attitude de repos ici où en général
il vient mettre le bec à l'intérieur donc de ses ailes qu'il replie sur le devant. Et pour terminer, en fait, sur le deuxième séjour, parce que le premier, il n'y avait pas suffisamment de belles lumières avec la possibilité, mais là, j'avais la lumière, mais il y avait un vent assez important. Il a fallu faire des prises de vue couchées au sol, parce que trop de prises au vent, en fait, au niveau de l'objectif. Voilà. Donc ça, pour en terminer avec le macareux, et on va changer de latitude pour aller donc sur la partie nord-est de la Finlande, à 8 km en fait de la frontière russe, donc en bordure du No Man's Land en fait que les Finlandais ont créé, donc avec la frontière russe. Donc là, en premier lieu, on appelle que renard roux en fait, donc qui viennent se balader, voilà, avec un saut de plus pour la photo suivante. Ouh, le terrain est humide. Ouais, le terrain humide. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est sur cette période-là, c'est début juin. Donc en fait, il fait pas totalement nuit. Donc la lumière baisse, mais on a quand même cette fraîcheur, et ça c'est en pleine nuit. Et donc on a toute cette humidité en fait parce qu'il y a pas mal d'étangs, pas mal de moustiques aussi déjà. Donc on a toute cette humidité en fait qui vient humidifier en fait le sol, les herbes. Et donc le renard en fait qui est relativement bas est quand même relativement mouillé dans certaines périodes en fin de nuit quoi, en fait. Vas-y, tu peux. Et là c'est le glouton. Donc avec une brume en fait qui monte au-dessus de l'étang. Donc le glouton ou le carcajou, voilà, ou Wolverine en fait, selon certains l'appellent aussi ainsi. Donc un animal qui est assez agressif. Il n'a pas peur d'aller se friter aussi avec les ours. Euh, donc voilà. Il mange un peu de tout. Il essaye de piquer aussi de la nourriture. Donc en fait, il a une certaine agressivité avec une dentition assez forte. Et donc c'est de la taille d'un grand chien. Hein. Ça fait quoi, une soixantaine de 60-70 centimètres de long. Et c'est un animal assez, on va dire, bon, qui est pas tellement assez intéressant, qui est assez solitaire en fait. C'est de quelle catégorie? C'est un oursidé ou c'est une autre espèce? C'est considéré comme mammifère. Ouais, Il est assez omnivore et carnivore. ok. Et donc solitaire et farouche, en fait, il vit tout seul dans la taïga locale. Donc en fait, après, il se regroupe en couple. Et puis, donc en général, c'est 10-15 kilos, 20 kilos pour les plus gros, mais en général, compte tenu de la nourriture qu'il y a là-bas, c'est en moyenne une quinzaine de kilos, quoi, en fait, au milieu de son D'accord. corps. Avec une queue assez velue, avec une démarche où il se dandine. Ça fait partie des mustélidés. Ah oui, Des mots. c'était le terme que je cherchais depuis tout à l'heure. Hmm. Mustélidé, d'accord. Merci Loïc. Voilà, tu peux passer donc pour l'ours brun, donc qui sort de sa forêt.
Donc là, il faut de la patience, il faut attendre. Donc évidemment, bon, je suis pas en billboard là, comme l'a fait notre ami du Jura là, Teddy Bracard. Teddy Bracard, voilà. Vas-y, tu passes. Et là, bon, sur les zones, les ours, il y en a. Ils sont estimés à peu près à 1500 à peu près sur la Finlande. Euh, donc en fait, bon, ils sont aussi régulés là, donc avec une quantité de bracelets qui sont euh, bien donnés et ça ne dépasse pas. Ils sont assez stricts sur le sujet. Au niveau de la régulation, bon, on n'a pas de phénomène comme au Japon en ce moment. Mais bon voilà, en général, il a tendance un petit peu à avoir peur de l'homme, mais il faut quand même se méfier. Voilà. Donc la suivante est pour moi plus intéressante parce qu'en fait, il se retourne avec le départ en fait d'une corneille. C'est de la corneille mantelée, ça? Ouais. Ouais. Et là, au niveau de l'heure, il est à peu près 11 heures du soir à peu près. C'est quoi? C'est juin, juillet? C'est début juin. D'accord. Et on a la pénombre qui commence, la lumière commence à baisser, mais on voit clair sans aucun problème sur toute la nuit. Voilà, gros nounours. Et là, je dois être à peu près à une trentaine de mètres à peu près. D'accord. En affût, j'imagine? Ouais, C'est des affûts fixes? ouais, fait fixe. On est content d'avoir une boîte autour de soi quand ils sont aussi proches. Ouais. En fait, bon, c'est quand même très intéressant de pouvoir les observer, surtout quand ils sont là, ils sont patients. Là, ils me regardent parce que bon, j'ai un boîtier qui fait quand même un petit peu de bruit. C'est pas un hybride. Avec le rideau et le miroir, il fait quand même un peu de bruit au niveau du déclenchement et en rafale. Donc, à repérer d'où il venait. Et donc, c'est quand même assez intéressant puisque son regard me fixe. Voilà. Et donc, après une gros nounours, eh bien, c'est aussi un sujet qui me passionne, qui est la proxy. Euh, donc ici avec la rainette. Voilà, Transport en commun. avec une mouche sur le dos, en train de faire la sieste au soleil. La sauterelle verte. Alors en matière de macro, j'ai commencé en fait avec un objectif tout bête et puis de la lentille additionnelle. J'étais fasciné en fait dans mes premières années par le degré de détail et de proximité de ce que l'on pouvait voir, étudier, observer au niveau des mandibules. Tu peux passer peut-être le papillon, l'aurore qui suit, voilà. Donc, photo intéressante pour moi à l'époque, dans le sens où on observait en fait les détails et parfois ce sont des photos que moi j'appelle naturalistes dont je me suis petit à petit éloigné pour pouvoir être beaucoup plus dans une démarche proxy photo où
l'ambiance est quand même assez important. L'ambiance, l'environnement, donc du lieu de vie est quand même assez important et donne une touche émotionnelle plus importante au niveau de l'image. Donc avant c'était une tipule, et ici en fait c'est une ampidide. Et donc j'ai pris conscience en fait de l'environnement sur cette photo-là, qui est une chrysope verte à œil d'or, et donc en fait avec un massif de fleurs en arrière-plan. Donc j'ai trouvé ça très très intéressant, et de là en fait ben, je suis beaucoup plus parti vers une dimension un peu plus artistique, proxy photo, proxy macro, comme on veut. Donc avec la suivante, donc avec une libellule, une agrillon, donc voilà, prise en contre-jour. L'éphémère pour celle-ci, donc qui est véritablement un animal qui est, enfin un insecte qui est très sensible donc à la pollution lumineuse, bien sûr aux pesticides, et dont on voit de moins en moins. La scalaf, il sèche ses ailes au premier rayon du soleil avant de pouvoir s'envoler. Voilà, premier, donc là, c'est pris, parce qu'à l'époque, j'ai fait aussi je faisais aussi quelques photos au 300 mm, donc avec le téléobjectif, avec un zoom que j'avais. Et donc ensuite, le début en fait d'une collection que j'ai en expo, qui est notamment sur qui a démarré en fait sur l'Empuse ou Diablotin, donc qui ressemble étrangement donc à une photo microcosmos vue à la télé. Donc l'Empuse ici avec sous la branchette donc une araignée avec des effets de lumière donc qui sont des reflets dans l'eau. Dans l'arrière-plan, en fait, il y a les flares en fait de rayons d'une mare. Au lever du jour, au lever du soleil, un contre-jour. Et pour terminer, en fait, une petite série sur l'Empuse, à la fois en contre-jour avec un coup de flash. C'est une montre religieuse, ça. Montre C'est une religieuse. montre- Pardon? C'est une montre religieuse, ça. C'est une montre religieuse. Donc, il fait partie aussi de la catégorie des mantidés. L'Empuse et la montre religieuse sont cousines, hein, elles font partie de la même espèce des mantidés. Voilà, avec un effet flouté d'arrière-plan et puis un effet chaud-froid, donc au niveau des lumières. Et la menthe religieuse, donc brune, puisqu'on a les vertes et les brunes. Voilà, donc la suivante, en fait, qui donne un côté artistique aussi assez sympathique. Et la toute dernière, donc qui est, je sais pas si vous l'avez repéré, donc la menthe religieuse, en fait, sur une mauve. C'est très joli. Voilà, donc un côté artistique, une prise en contre-plongée vers le ciel. Très très joli. Voilà, Eh ben, c'est fort joli. Bravo. merci à vous.
Alors, si vous avez des questions, hein, n'hésitez Alors, pas. attends, j'ai Bah, une précision à c'est apporter. le moment où je- La menthe religieuse fait partie de la famille des mantidés. Ouais, L'ampus fait partie de la famille des Amphusidae. Ce qu'ils ont en commun, c'est l'ordre. Ce sont des Mantodea. des Montodéa. Voilà. Mais par contre, l'ampus n'est pas une mantidée, c'est une Amphusidae. Une Amphisidæ. Donc, en fait, Voilà. en plus, et Mantidea, alors. Mantodea. Mantudea. Mantodea. D'accord. Théodea. Bon, bah, Et merci. la menthe religieuse est également du même Ah oui, ordre, Mantodea. Tu as l'ordre Mantodea, donc l'ampus comment ça s'appelle? La menthe font partie toutes les deux de l'ordre des Mantodea. L'ampus fait partie de la famille des Amphusidae, ça c'est le stade en dessous, En dessous? et Ouais, la menthe religieuse fait partie de la famille des Mantidés. des Mantidea. Mantidae. Mantidea. Ok. Donc, c'est le côté famille, c'est la même chose, hein. C'est les Non, c'est pas cousines la même famille, germaines. justement, c'est l'ordre qui est le même. C'est l'ordre. Et l'ordre, c'est Euh, le même. dans la classification, tu as d'abord le règne, ensuite tu as la classe, la sous-classe, l'infraclasse, le superordre et ensuite l'ordre. Donc Ouais, jusque-là, l'ampuse et la menthe religieuse sont dans la même lignée. Par contre, à d'accord. partir en dessous de l'ordre, c'est la famille. À partir de la famille, elle s'écarte. D'accord. Bon, bah, merci Pascal pour ces précisions. Bah, de rien. Mais bon, c'est la classification qui veut ça. Ah, bah oui, hein. non. Si vous avez des questions à poser à Patrick, c'est le moment ou jamais. Enfin, vous pouvez m'envoyer un mail aussi, hein, Ouais, ouais, tout à fait, ou sur le forum. ou sur le forum. C'était une belle projection bien variée. Ah ouais, Tu nous as c'était fait Merci, voyager. c'était super. Merci. Merci, merci. bien. Pas de questions, c'est Oui, c'est très sûr. beau. Tu nous les Très as, belle tu nous photo, les as ouais. scotchés là, c'est bien. Bon, bah, c'est bien. Je sais, c'est sur Très quelle très belle Excuse-moi. expo, période? c'est très bien. Très beau travail. C'est sur quelle Je période? voulais Qu'est-ce qui savoir fait ça? où avait été prise une photo, mais j'ai oublié. Donc, de quelle photo s'agit-il? Non, mais l'ensemble des photos, c'est de quand à quand? À partir, en fait, je me suis remis à la photo animalière. Bon, j'en faisais quelques-unes en 2015, 2018, et puis après, bon, on a eu la paire d'années, je dirais la deuxième année un peu plus au niveau du Covid, mais c'est surtout à partir de 2018 que je me suis remis à la photo de façon un peu plus intense à la photo animalière, sachant que bon, il y a des endroits pour voir les lumières, les ambiances, il faut y aller plusieurs fois. C'est pas du premier jet. On a forcément une collection. Le Gros Bec, peut-être. Donc, le Gros Bec, c'est en baie de Somme. Il y a Nelly qui dit merci. Merci Nelly. D'autres questions? Là, quel boîtier, si Ah, c'est pas merci des beaucoup pour hybrides, cette alors belle présentation. Alors, au niveau des boîtiers, je suis au début quand je faisais de la photo dans mes jeunes années, c'était Canon FTB et Canon EE1. J'ai redémarré, donc en fait j'ai complètement basculé quand j'ai redémarré donc la photo aux alentours de 2010. Ça a été donc le Nikon avec le 7000, puis après le 7100, puis après le 610, et donc je suis donc au 850 à aujourd'hui, avec l'espoir et la perspective en fait en dernier boîtier d'être sur l'hybride Z10. oui. Ok. Ok, merci. C'est rien. Mais la majorité des photos, là, des dernières photos, c'est du D610 et du 850. Donc toujours du réflexe. Ouais. Il y a quand même certains atouts, hein. Ah, mais le réflexe c'est une bonne technique.
Malgré tout, l'hybride apporte d'autres choses. Donc, bon, ça a un petit peu certaines particularités au niveau du Z8 Ça va, que Fifi? Pardon? Ouais, ça devait être une erreur de manipulation, je pense. Voilà. Bon, D'autres ben voilà. questions? Eh ben alors, on va encore Merci te à vous. remercier. Bravo pour cette belle projection. Et Merci puis, Olivier. bah, À bientôt. à bientôt pour d'autres photos. Peut-être pas en aussi grand nombre, mais si tu trouves des sujets intéressants, on est toujours preneur. Ah, Ou si tu mais as des sujets techniques à nous proposer, tout à fait. n'hésite pas. Je pense que sur les Bon. macros que tu nous as montrés, il y aurait plein de choses à dire sur la dernière série, là. Ouais. Enfin, en tout cas, que j'aimerais Ouais, bien savoir, parce que ça me plaît. il y a des choses qui ont été dites en fait au niveau de Gaspard déjà. Oui, oui, je suis bien conscient. Je suis bien conscient. Ok, eh bien écoute, Voilà. on va passer à la Merci. projection que nous a proposé un des participants, qui est Patrick. Patrick, est-ce que tu es toujours parmi nous? Moi, je suis C'est pas là. Patrick, c'est Ouais. Pierre. Non, c'est Pierre, pardon. Pierre. Pierre Gousset, j'espère que Oui, je suis j'écorne là, je pas suis ton là. nom. Oui, Voilà. je suis Eh là, bien, oui. écoute, euh, où est-ce que tu nous amènes? Qu'est-ce que tu nous présentes? Eh bien, vas-y, les premières. Vas-y, tu le. Ouais, ouais, je vais les partager. Ouais. Tac, partager tout l'écran. C'est par là. Partager. Et voilà, J'ai pas ça mis arrive, un ça truc. arrive. Oui, Hop voilà, ah là. oui, voilà, c'est bon. J'ai mis là. Ah ben là, c'est la pêche miraculeuse, je veux dire. Nanéder à duvet, hein. Voilà. Pris au Canada, sur la côte atlantique, au Nouveau-Brunswick. C'est une écrevisse qu'il a chopé là? Ouais, je pense que c'est un crabe, Ou un crabe, ouais. parce que Ouais, ouais. Et un c'est éder, en oui, bord c'est de plutôt mer, en hein. mer, Là, oui. il est Donc sur c'est la plutôt mer, un crabe, oui. en bord de mer. Donc, il y avait une colonie en bordure. Ils étaient une bonne quinzaine. Ça, c'était au mois de juillet. Voilà. Ok. Et voilà. Ben là, pareil, c'est au Canada, c'est au Nouveau-Brunswick également. C'est une paire de Stern Pierre Garage. Je l'ai prise en noir et blanc, du coup, sur le ponton. C'est laquelle, Stern, celle-là? Stern Pierre Garin. Ah, c'est la Pierre Garand. Oui, Oui, d'accord. oui. Oui, alors le bec est rouge, hein, les pattes sont rouges, le bout du bec est plutôt noir, en fait. Les On ne le voit pas là, daltoniens l'ont mais. vu du premier coup d'œil. Ouais, c'est ça. Là, c'est un phoque lorsqu'on balade en bateau sur une grande rivière, en embouchure. Pareil, au Nouveau-Brunswick, il y a des phoques qui se prélassent. Et là, j'aimais bien, c'est le regard qui nous a jeté quand on est passé, bon, pas trop près, hein, mais au téléobjectif, j'étais au 400 mm avec mon APS-C, donc ça fait un 600. Alors là, on est en Camargue maintenant. C'est la fin de journée et il y avait un Babou cormoran qui était perché sur cette branche. Il fait un peu, ça fait un peu penser au vautour de Lucky Luke. Donc, là, une aigrette garzette en Camargue encore. C'est la fin de journée et elle est en train de patauger avec une patte, elle remue la vase et elle essaye de C'est à quel voir s'il endroit n'y en a pas Camargue? des insectes aquatiques ou des petits poissons à aller chercher. Pardon? C'est à quel endroit en Camargue? C'est à côté de la tour Carmelière, Ah oui, d'accord. Avec Morte. à Aigues-Mortes, ouais. En toute fin de journée. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait presque pas de plis sur l'eau. Il y a un joli miroir.
Là, c'est pareil, c'est pas très loin de la tour Carbonnière non plus. Une grande aigrette qui se promenait, vous voyez, s'avançait, 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 elle cherchait, et tout d'un coup, je l'ai vu pêcher. Voilà, j'ai déclenché, j'ai pas bougé, je voulais pas la troubler, et c'est bien, j'ai réussi à faire. Et là, c'est dans le jardin derrière chez moi, près de Montpellier, donc en hiver, en mois de début décembre. Une mésange à longue queue qui avait repéré qu'il restait une olive, un olivier, et je me suis planqué et après 3-4 heures, j'ai pris quelques photos. Elle est venue, il n'y a pas qu'elle d'ailleurs, il y a une mésange bleue aussi qui est venue. Et là, c'est un peu bizarre comme photo. Dans un fossé plein de lentilles d'eau, il y avait des canards qui se reposaient. On a l'impression qu'ils sont pris dans une espèce de plastique, là, pas trop. Et c'est des lentilles d'eau, hein. Et le regard d'une canne bleu vert. Alors là, c'est en Brenne, un poteau pour deux. Ouais. Des mouettes rieuses, Une mouette à 4 pattes. voilà. Et 2 têtes Et 2 siamoises. têtes. Et c'est la dernière. Eh bien, Et écoute. Pardon. voilà. Voilà, non, oui, voilà, c'est quelques photos que je Oui, voulais. bah, c'est très bien. Et on te remercie pour ce témoignage en images. Est-ce que vous avez des questions pour Pierre? Moi, juste une info, hein, puisque on avait convenu, on s'était vu à Montier, on Mhm. avait convenu de se revoir pour un parrainage. Ce Oui, sera pas avant le mois de janvier, hein, pour moi. il n'y a pas de problème, pas de Hein, souci. d'accord. Mais je t'oublie pas, j'ai tes coordonnées, donc il Oui, n'y a pas oui. de souci. Oui, oui, tu m'avais dit que tu étais pas mal occupé de toute façon, hein. Voilà, ouais, jusqu'en janvier, je vais pas être trop disponible. Non, non, il n'y a pas de souci. Ok. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose que l'on termine maintenant notre séance. Donc la prochaine séance, c'est le 18 décembre, si j'ai bien noté, Loïc, c'est ça? Et là, son micro est coupé, mais il ne se rappelle plus. Euh, Oui, mais je crois que c'est oui, ça. oui, je crois que c'est ça. Ah, c'est ça, c'est 18. Ouais, Je moi, crois que c'est ça. malheureusement, je ne Mais serai tu pas n'as pas de micro, disponible. Loïc. On Loïc, il t'entend faudrait pas, mettre Loïc, ton tu as micro, remis le micro. sinon... D'accord. Ben, oui, c'est bien le 18 décembre, je confirme. D'accord. Ok. Donc le 18 décembre, avec un peu de chaleur au Costa Rica. Donc d'ici là, je vous souhaite de bonnes photos. Peut-être rendez-vous samedi pour le vernissage et la conférence de la SCPF. Et puis d'ici la prochaine séance, eh bien, je vous souhaite plein d'images. Merci Merci. et à Bonne bientôt. soirée. Bonne Bonne Merci soirée. soirée. à Au revoir. tous. Bonne Merci, soirée. au revoir.